Merci, Jean-Pierre Bemba, président, voisin, la présence de notre frère, de notre père, de notre ami, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous venons, Seigneur, soumettre, oh Dieu, ce moment entre tes saintes mains. Du début à la fin, Seigneur, soit comme l'alpha et l'oméga. Nous venons, Seigneur Dieu, neutraliser toute force du mal, afin que tout ce que nous ferons en ces lieux glorifie ton nom, car nous disons dans ces parties, avec Dieu, nous vaincrons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour ce léger retard. J'avais également d'autres contraintes également où je devais me présenter avec des rendez-vous. Mais je voulais simplement vous dire que depuis mon retour ici mercredi, où je salue l'ensemble de la population pour l'accueil et remercie surtout l'accueil qu'ils ont bien voulu m'accorder avec ma famille. Je voudrais dire que c'était pour moi un moment mémorable, je ne pourrais jamais oublier. Hier, comme vous avez appris, j'ai effectué mon devoir politique et civique de m'inscrire d'abord pour obtenir ma carte d'électeur et déposer tous les documents en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et je me prépare à aller, bien sûr, comme vous savez aussi, j'ai perdu mon père lorsque j'étais à La Haye. Je n'ai pas pu voir où on l'a enterré. Je compte demain partir à Guémena pour pouvoir me recueillir donc sur sa tombe. Voilà mon programme, voilà pourquoi je suis ici et je suis à votre écoute. Que nous souhaitons que cette date soit respectée. Comme vous savez, les élections devaient déjà avoir lieu depuis décembre 2016. Ça fait 2 ans de retard, ce qui n'est pas normal dans l'organisation d'une république. Mais cela fait, il y a eu des accords entre-temps au niveau de la SENCO, des accords de Saint-Sylvestre qui ont permis de prolonger d'1 année. Malheureusement, ça n'a pas été respecté, donc nous espérons que cette date du 23 décembre soit respectée. Si je pense que ces élections doivent avoir lieu, oui. Ce que je souhaite également, c'est qu'elles ont lieu et qu'elles soient inclusives, qu'elles soient démocratiques et qu'elles soient transparentes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense qu'au lendemain des élections, des votes, il ne faudrait pas que ça puisse être à nouveau contesté. Il faut que le régime qui viendra après soit un régime qui soit légitime. Je pense que c'est important aussi que des votes démocratiques, crédibles aient lieu, parce que ça va aider à la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Je pense que des élections qui sont mal organisées, dont les résultats sont faussés, ne permettent pas de conserver, de préserver et la paix, l'unité et la cohésion nationale. Donc vraiment oui, je souhaite que le 23 décembre, ces élections aient lieu. Oui, hier j'ai été effectivement à la CENI pour déposer ma candidature. C'était l'occasion aussi pour que je puisse obtenir ma carte d'électeur. 2 points importants ont été discutés. Je suis resté 3 heures dans ces discussions. C'était la question de la liste de 6 millions d'électeurs sans empreinte digitale. Et la deuxième question était celle concernant la machine à voter. C'est un échange fructueux, je dirais peut-être constructif, l'avenir nous le dira. Mais j'ai fait remarquer en tout cas au niveau du président de la CENI que 6 millions, mais 6 millions, c'est la taille parfois d'un pays, d'un peuple, c'est énorme. Il m'a expliqué qu'il y avait une part de responsabilité de la CENI. Il m'a expliqué également que la machine pouvait
permettre qu'on puisse inscrire et délivrer des cartes d'électeurs sans empreinte digitale. Bien sûr, je lui ai dit, la réflexion, je lui ai dit, mais qui nous garantit que ces électeurs sont véritablement des électeurs? Parce que je suis passé par le jour même, d'ailleurs hier, la procédure pour obtenir ma carte d'électeur. J'ai vu le temps que ça prenait, j'ai vu toutes les étapes, les questions qui étaient posées, que vous tous connaissez, et moi-même, je n'ai pas pu, en tout cas, éluder la question et le fait de déposer mes empreintes sur un appareil qui était sur la table. Donc, je ne m'explique pas pourquoi ça n'a pas été fait. Il m'a donné beaucoup d'explications, des omissions, des empreintes qui n'étaient pas visibles. Mais le fait est qu'il y a 6 millions. Et je le dis, le problème des élections, c'est qu'il faut que tout le monde puisse avoir confiance au processus. Parce que si au départ, dans le processus, nous doutons tous, acteurs politiques, de la crédibilité du processus, alors vous ouvrez la porte aux contestations au lendemain. Ce sera la première fois qu'il y aura une passation de pouvoir entre un président et un autre président. Donc, il faudrait en tout cas que ce nouveau président soit légitimé à la suite d'élections crédibles. Il m'a dit qu'il va entamer des actions dans les prochaines semaines. Je voudrais lui laisser la primeur de pouvoir l'annoncer au niveau du public. Ce ne serait pas élégant de ma part d'anticiper, mais il y a une action qu'il va mener pour cette question dans les semaines à venir. C'est ce qu'il m'a dit. La deuxième question était concernant la machine à voter. Le président de la CENI m'a fait une démonstration qui a pris 25 secondes. Je vous passe les détails parce que c'est une entrevue de 3 heures. Mais sur ce point, j'ai fait une autre démonstration, comme si j'étais également un électeur lambda et que j'apprenais pour la première fois à utiliser cette machine. On s'est mis d'accord pour que ça soit chronométré et moi, ça m'a pris 6 minutes pour pouvoir utiliser la machine normalement et passer en revue les pages de chaque candidat. J'ai coupé la poire en deux. J'ai dit, écoutez, admettons que chaque candidat prenne 3 minutes. Il y a une seule machine dans chaque bureau de vote. Ça veut dire qu'en moyenne, cette machine peut traiter 20 candidats par heure. Je lui ai demandé combien d'heures se déroulera dans la journée le vote. Il m'a dit de 6 h du matin à 17 h. Donc j'ai vu que ça faisait 11 heures de temps de vote, multiplié par 20. J'ai dit, mais voilà, ça va nous permettre uniquement 220 électeurs. Je lui ai demandé combien d'électeurs en moyenne nous aurons par bureau de vote. Il m'a dit que ça tournait aux alentours de 600. Alors là, je lui ai dit, ça va poser un problème parce qu'il n'y aura qu'en moyenne 200 personnes qui pourront voter sur 600 personnes qui seront dans la file. Je lui ai dit, est-ce que vous ne voyez pas que ça va faire un problème? Il m'a dit non, on pourra prolonger de quelques heures. Alors, je lui ai dit ceci, je lui ai fait des propositions constructives. Je lui ai dit, il y a certains pays, l'Égypte, l'Inde, où les votes se déroulent même sur plusieurs jours. Il me dit, c'est l'affaire des législateurs de la loi électorale. Je lui ai dit alors, il faut contacter le législateur, l'Assemblée nationale, le Sénat, expliquer le problème qui est posé et qui est réel. Cette machine ne permettra pas que tout, selon mon avis, mon opinion, qui n'est pas la sienne, je le dis, mais je lui ai démontré que pour tourner les pages et voir sur l'écran 30 candidats défiler à la fois, il y avait une 50aine de pages. Je dis, ça prend du temps. Il y a un temps incompressible. Si vous voulez laisser quelqu'un choisir librement son candidat, ça va prendre du temps. Moi, ça a pris 6 minutes. Et j'ai été vraiment d'une manière assez rapide. Donc voilà un peu sur les points sur lesquels nous avons discuté. Il n'a pas refusé l'idée de demander aux législateurs de pouvoir
retourner et lui permettre aux électeurs de voter sur 2-3 jours, je lui dis, mais si ce vote se déroule dans la journée, tant mieux. Vous aurez gagné votre pari. Mais s'il se déroule, ça ne permettait pas, alors on aurait 2 à 3 jours. Je lui ai parlé aussi de la fiabilité de cet appareil, les possibilités de cet appareil. Je lui ai dit également qu'il était temps, encore temps, de pouvoir revenir à une solution du vote par papier, puisque nous déposons seulement maintenant toutes les candidatures, tant au niveau local, national, et qu'il était temps de sélectionner une imprimerie qui permettrait d'imprimer l'ensemble des bulletins de vote. Cela dit, c'est plus facile aussi pour les personnes à l'intérieur du pays qui ne sont pas habituées avec les appareils tactiles, dont vous en avez probablement tous utilisés. C'est plus facile pour ces personnes le papier parce qu'elles voient l'image et ensuite elles cochent dans le carré à côté de la photo de leur candidat. Voilà où a été nos explications. On a fait quand même 3 heures ensemble. Il a promis de continuer le contact avec l'ensemble des partis politiques, parce que je lui ai dit, il est dans l'intérêt de la CENI, dans l'intérêt du pays, de l'ensemble des acteurs politiques, qu'on puisse avoir des élections acceptables par tout le monde, dans un processus crédible, dont on a obtenu un consensus général sur le fonctionnement. Voilà en gros sur quoi ont porté ces discussions. En ce qui concerne ma résidence, je ne voudrais pas polémiquer. Vous avez tous vu dans quelle situation, conditions avec ma famille nous vivons ici. Je voudrais simplement qu'il y ait une solution qui regarde simplement le droit. Et je ne voudrais pas rentrer dans la polémique non plus pour le moment. Je pense que ce ne sera pas propice aux discussions avec les interlocuteurs que nous avons. Donc je laisse ça pour l'instant à l'état actuel. Je ne sais pas si... face à cette situation, comment fallait-il réagir? Mais j'ai toujours gardé mon calme dans toutes circonstances. Et je pense que pour résoudre les problèmes lorsqu'ils se présentent, il vaut mieux pouvoir garder son calme. Donc, pour répondre à votre question. Une question a été posée, si j'ai des contacts avec le président Kabila depuis ces 10 dernières années. Je n'ai eu aucun contact avec le président Kabila depuis ni direct ni indirect depuis ces 10 dernières années. En ce qui concerne l'unité de l'opposition, oui, je réclame, et pas d'aujourd'hui, c'est depuis même de l'AE, j'avais écrit à l'intention, je veux dire, de l'opposition, une lettre demandant déjà en décembre 2017 que l'opposition puisse se réunir, qu'on ait des actions communes, qu'on ait une stratégie commune, tout en gardant l'autonomie de chaque parti, parce que j'entrevoyais ce qui allait se passer aujourd'hui. Et cette unité était pour moi déjà depuis l'époque nécessaire, absolue, et nous ne pouvions pas passer à côté, je veux dire, de l'idée de l'unité de l'opposition. Pourquoi? Nous sommes dans un système d'abord d'élection présidentielle à un tour. Donc ça veut dire que celui qui obtiendra le plus grand nombre de pourcentages sera élu. Comment faire si l'opposition est divisée, où les voix vont se répartir, faire en sorte qu'on puisse gagner les élections? Ce n'est pas possible. Je crois d'abord à l'opposition. Je pense que l'opposition doit demain gérer ce pays, parce que je pense que l'opposition, avec les cadres de l'opposition, nous pouvons arriver à présenter une autre forme de gouvernance, de gestion dans ce pays. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai longuement réfléchi sur ce pays et sur le devenir de ce pays. J'ai écrit d'ailleurs un document ici qui n'est pas finalisé parce que j'ai encore une partie que je dois répondre, mais voici le document qui me permettrait et qui parle de l'ensemble des activités, des secteurs de la vie nationale qui pourraient être améliorés, que ce soit au point de vue économique, social, éducatif, santé, finances, sécurité, tout est là-dedans et vous aurez l'occasion dans les semaines à venir de pouvoir le lire pour que ça intéresse.
Donc j'espère, oui, l'unité d'opposition. Oui, j'ai commencé à rencontrer des leaders de l'opposition. Je dois encore en voir aujourd'hui, ce soir, cet après-midi. L'idée, c'est de parler des principes et ne pas parler des hommes dans un premier temps. Le principe d'une unité de l'opposition et également le principe comment choisir par la suite, dans un deuxième temps, le meilleur candidat qui pourrait représenter l'opposition au niveau de l'élection présidentielle. Un plan de développement, oui, il est ici. Il repose sur 80 milliards de dollars américains sur 5 ans. Vous verrez, j'ai un tableau anticipatif sur un budget prévisionnel sur les 5 années à venir. C'est possible, je le démontre, parce que je crois que dans une meilleure canalisation des recettes, on pourrait parvenir avec les ressources actuelles. Quand je dis une meilleure canalisation, c'est-à-dire le respect de l'unicité du compte général du Trésor, la canalisation de toutes les recettes de l'État, taxes, impôts, droits de douane, taxes administratives au niveau du compte général du Trésor, une lutte contre la corruption. Je pense que nous pouvons arriver à obtenir des ressources plus conséquentes au niveau du pays. Ceci va s'accompagner également d'un plan sur l'amélioration du climat des affaires qui va attirer des investissements supplémentaires, qui va donner de l'emploi au niveau de la population et qui va permettre de distribuer des revenus aux populations. Mais un des axes prioritaires qu'il faut immédiatement travailler, c'est l'agriculture. Je pense que ça ne doit plus rester un vain mot. Nous avons tout. Nous avons la terre et nous avons l'eau à travers les cours d'eau, les rivières. Ça doit nous permettre de pouvoir rapidement cultiver nos terres, donner l'envie à nos populations de retourner sur le travail manuel de la culture, l'agriculture. Ça permettra de nourrir nos familles et également le surplus de le vendre et même de l'exporter. Pour tout ça, il faut passer par une sécurisation totale de notre territoire. Pour ça, il faut une réforme profonde au niveau des services, tout ce qui concerne la défense de notre pays, les services de sécurité, permettre à ce qu'on contrôle tout le territoire, qu'il n'y ait pas des portions de ce territoire qui soient entre les mains de bandes armées, il faut qu'ils soient neutralisés. Parce qu'aucun investisseur sérieux ne viendra investir dans le pays s'il entend des coups de feu à l'intérieur du pays. Pour ça, donc, c'est un projet ambitieux, c'est vrai, mais je suis confiant et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, parce que si nous obtenons, grâce à Dieu, la volonté de la population au niveau des élections, je sais qu'on pourra redonner le sourire au peuple congolais, perspective d'avenir à ce peuple, que nous pourrons également remettre notre peuple au travail, redonner confiance aux investisseurs. Et je suis sûr que le Congo de demain sera totalement différent du Congo d'aujourd'hui, j'en suis persuadé. Voilà pourquoi je suis ici. Cette controverse, je crois que c'est un combat d'arrière-garde, pour commencer. Deuxièmement, c'est une affaire qui est encore au niveau de la Cour. Je ne veux pas en parler, par respect à la Cour. Je pense que les choses de la justice doivent se discuter dans les prétoires et pas en dehors. Donc, permettez-moi, au niveau de cette question, je ne vais pas l'aborder à l'heure actuelle. Ce que je voudrais directement passer, c'est la lecture sur la situation financière et économique du pays. J'étais vice-président des questions économiques et financières de 2003, juillet 2003 jusqu'en 2006, fin 2006. Je regarde un peu les indicateurs économiques de l'époque. Je le revois aujourd'hui, 10 ans après. Je dirais qu'ils ont régressé. J'ai laissé le dollar ici américain, je l'ai laissé, il était à 420.
420 francs congolais pour 1 dollar américain. C'était lorsque j'ai quitté mes fonctions en décembre 2006. Aujourd'hui, vous connaissez le taux du dollar. Il s'échange à plus de quasiment même 1600, n'est-ce pas? Combien? Oui, 1600, 1650. Je voulais être 1600, c'est le plus bateau. 4 fois la dévaluation. Or, nous étions parvenus à stabiliser, lorsque j'arrive le 15 juillet 2003, le taux était à 420, 425. Lorsque j'ai quitté en décembre 2006, il était à 425. Ça, c'est incontestable. Vous avez vécu ici, vous l'avez vu. Aujourd'hui, je reviens 11 ans après, il est à 1600, 1650. 400% de dévaluation. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont fait qu'il y ait cette dépréciation? La seule conclusion, c'est simplement une offre de francs congolais sur le marché supérieure à la production, à la capacité de l'économie de pouvoir l'absorber. Et les gouvernements successifs ont laissé se déprécier la monnaie. Or, la monnaie, je veux dire, est un indicateur qui permet également de pouvoir maintenir le pouvoir d'achat. J'ai laissé, je veux dire, le budget de l'État, le dernier budget, si mes souvenirs sont bons, en 2006, était déjà à contre-valeur de 4 milliards de dollars. Parce que en 2003, nous sommes à quelques 1,8 milliard avant la réunification. À la réunification, donc 2003, le premier budget, on arrive à 2 milliards, 2 milliards et demi. Et je quitte avec, en 2006, à 4 milliards. Eh bien, 11 ans après, nous sommes toujours à 4 milliards. Avec, soi-disant, un taux de croissance économique de 8%, 9%, qu'on nous dit. Mais si vous avez un taux de croissance de 8 à 9%, après 11 ans, vous devez nécessairement avoir une augmentation de votre budget de l'État, puisque ça doit être le reflet de la croissance économique, donc de l'activité économique. Alors, où est-ce qu'il est? Où est passé alors les résultats de cette croissance économique? Si nous avions eu une croissance de 7 à 8% annuelle, après 11 ans, notre budget devait minimum être de 10 milliards de dollars aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas être un expert en économie pour pouvoir le dire. Un taux de croissance doit permettre une évolution au niveau du budget de l'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de croissance. Et je dirais même plus, il y a dû avoir une décroissance. Je dirais que les 11 années des gouvernements qui se sont succédés n'ont pas répondu aux attentes de ce que la population souhaite, l'amélioration des conditions de vie de population. On nous parle, je veux dire, d'exportation de matières premières. Très bien, mais où sont les revenus de l'exportation des matières premières? Cela se trouvait dans le budget, c'est ça qui doit permettre, puisque le taux de croissance chez nous est surtout basé sur les matières premières et la télécommunication. C'est ça qui booste le taux de croissance économique. Entre parenthèses, ça peut être un nouveau débat, mais la question du taux de croissance économique, pour moi, ne peut pas être seulement l'indicateur qui révèle l'amélioration d'une économie d'un pays. D'ailleurs, on le voit. Je suis certain que la population ne le voit pas dans son assiette. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème, je crois, de gouvernance, il y a un problème de gestion des ressources de l'État, il y a un problème de gestion des finances, et les gouvernements sont responsables de ce problème. On m'a demandé le budget de la campagne électorale. Je peux vous dire que je n'ai pas encore anticipé la question, mais vous savez que
sur le financement des campagnes. Ce sont des dons des militants, les dons, je veux dire, de ceux qui soutiennent le parti, comme dans tout pays. Et c'est comme ça que ça va se faire. Il y a eu des campagnes, je crois, de publicité, même au niveau du MLC, qui ont été faites pour permettre de récolter des fonds pour la campagne. Et c'est comme ça que nous allons faire, c'est comme ça que nous allons procéder. Mais je n'ai pas encore d'indication, et le moment venu, si nous avons des chiffres précis, si c'est vraiment une préoccupation pour vous, alors tout le monde va sortir les chiffres, n'est-ce pas? La situation en Ituri et maintenant à Béni, c'est plutôt sanitaire, mais même sécuritaire aussi à Béni, ce sont deux provinces que je connais bien. J'ai eu en 2001, mars, à être confronté à l'époque à des questions déjà de massacre entre les Emma et les Loups. Je me suis déplacé, je suis resté là-bas sur place pendant plusieurs mois, en mars 2001, pour résoudre la question de ce conflit, le massacre entre les Emma et les Loups. Et nous sommes parvenus à rétablir l'ordre, la sécurité, surtout la province de l'Ituri. Les Emma et les Lendou se refréquentaient, les routes étaient dégagées. Vous savez savoir qu'à l'époque, chacun restait dans sa contrée, la contrée des Emma, la contrée des Lendou, et personne n'osait même traverser d'un village à l'autre au risque d'être massacré. Toutes les routes avaient été ouvertes, sécurisées. Nous avions même organisé une cérémonie de réconciliation au stade de Bunia. Je dirais que les choses se passaient pour le mieux, et je prends à témoin la population de l'Ituri qui peuvent témoigner. Le même problème, à la même période, se posait au niveau de Béni, où déjà les ADF étaient très actifs. J'avais déployé un nombre suffisamment de troupes pour pouvoir contraindre les ADF à reculer dans le sommet de Rwenzori. Ça a été fait, ça a fonctionné. Les populations tant de Béni, Butembo peuvent le témoigner. La paix, la sécurité avait été restaurée dans cette contrée et les commerçants étaient très contents parce que entre Béni et Butembo, il y a un grand commerce qui se fait sur les importations qui viennent de KCC et qui traversent jusqu'à Butembo. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un problème sanitaire qui est apparu à Béni. Je voudrais être solidaire aux populations là-bas, tant pour le problème d'insécurité qu'il y a et le problème sanitaire. J'espère que les responsables de la santé, l'OMS, la Croix-Rouge, tout ce qui peut contribuer à pouvoir résoudre ce problème puisse être fait pour les populations, parce qu'au-delà des problèmes d'insécurité qu'ils ont, faire face à des problèmes sanitaires, je trouve que ça fait beaucoup pour une population. Donc je souhaite, je suis solidaire avec eux sur cette question. Je viens d'apprendre effectivement que M. Moïse Katumbi est bloqué à la frontière entre la Zambie et la RDC et qu'on ne le laisse pas. Tout ça, je parle au conditionnel parce que c'est ce qu'on m'a appris. On ne le laisse pas rentrer dans le territoire. Je voudrais vraiment dire ceci. Je pense que pour les élections, l'exclusion n'est pas souhaitable. Je pense que nous sommes, en termes de démocratie, même si nous sommes un pays qui est indépendant depuis 1960, mais en termes de démocratie, il nous appartient encore à consolider cette démocratie. Je pense que l'unité du pays, la cohésion nationale doivent encore être renforcées dans notre pays. Moïse Katumbi est un acteur politique majeur dans ce pays, il a du soutien. Je pense qu'il n'est pas bon qu'on exclue des opposants, des acteurs politiques, surtout lorsque le souverain primaire est le seul à décider de qui doit être ses dirigeants. Alors moi j'en appelle, je veux dire, aux autorités du pays pour calmer le jeu, faire en sorte que ces élections qui doivent se préparer soient inclusives et qu'on trouve une solution pour que M. Katumbi puisse rentrer dans le pays et que chacun puisse participer au niveau de ces élections librement, dans la transparence, dans l'inclusivité,
et surtout dans le calme. Voilà ce que je peux dire, mais nous allons continuer à suivre en espérant qu'il y ait une solution favorable sur ce problème aujourd'hui. Lorsque nous terminions la phase de la lutte armée, depuis 2001, la MONUC avait déployé sur tout le territoire, parce que l'objectif était d'assurer la paix dans le pays, de pouvoir mettre en place des zones de démarcation pour que les conflits et que le cessez-le-feu puisse être d'application. Elle a joué un rôle important, je dois dire, dans ce cadre-là. Ensuite, elle a permis également l'encadrement au niveau du processus électoral de 2006. Et je pense que savoir que son mandat a évolué également dans la protection de la population. C'est certain qu'elle joue un rôle important dans ce pays. On l'a vu même au point de vue sécuritaire. Elle a eu à intervenir dans les conflits armés, que ce soit à Goma, que ce soit même à Beni, ce qui montre que l'assistance qu'elle apporte également aux forces armées est appréciable. Maintenant, les dirigeants du gouvernement doivent juger à leur niveau, est-ce que faire partir aujourd'hui la MONUSCO est vraiment une solution et est-ce que tous les Congolais seront rassurés du départ de la mission des Nations Unies? Si vous me posez la question, je dirais, à l'heure où je parle, je n'en suis pas convaincu. Bien, je vais commencer par la première question sur les cadres du MLC. Le MLC est un parti où les personnes adhèrent librement. Et bien sûr, si à un moment donné, leurs convictions les échappent, ils sont libres également de pouvoir aller dans d'autres horizons. Ça ne doit pas vous choquer parce qu'entre-temps, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de cadres qui rentrent dans le MLC. Beaucoup. Et ce qui montre que le MLC est devenu une pépinière pour certains. Tant mieux, ce qui montre qu'il y a des cadres du MLC, ce sont des cadres qui sont valables, donc ceux qui vaguent à leur quotidien, qu'ils y aillent, mais entre-temps, sachez qu'il y a beaucoup de cadres qui entrent dans le MLC. Et vous les voyez, je pense. Siko nako zongela mituna na ndeko na biso. Lobby effectivement nakutanaki na président Yasseni, on a lobaki awa. Na ebisi makanisi na biso. Azali moto azali mayele. Ndenge na lobaki liboso wana lopoto na kozongela ngote pour un problème ya temps. Mais je crois que ayebi que tozali très sérieux. Na ke kota la mokonzi Yasseni ayambinga. Mais ayebi que toza kozela siko et ya no côté na ye. Sur la question Mibalewana, à 6 millions d'électeurs, ici quand empreinte digitale les alités, et question paye à machine wana. Alors bien tout est temps, à Kobé sa opposition, ma parti politique nyonso, il y a majorité, et puis à Kobé sa occasion que consensus est là, et puis Toyo Kana, pour que tout le monde ma bonne amie, d'une manière claire et transparente. Et pas une abisso dans le na MLC, tous allez na représentante Moko Azalikuna. Je crois qu'Azali maman a une expérience mingi depuis CNI, parce que Azana Katina structure ya CNI, ça fait plus de 10 ans. Ayebi Moussala Naye, toujours Baba, toujours Talaye, Siko Bazali membre ya CNI. Je sais que la partie Moussousou va un changement, et pas une bango, na Katina CNI. J'espère que va permettre à la partie wana ba représentant la bango base à la peine à 4 et puis base à la bien représenter. Question il y a passeport. Ngana sénateur. Sénateur de fonction. D'ailleurs les lois après-midi na que le refala na kiti nangai où ils allaient prévu dans le Sénat. En tant que sénateur, tant on a bimi na komeli président il y a Sénat. Dengue ba sénateur nyo surtout ba sengaka. La tenue du président du Sénat, est-ce que au comme un Mokanda, le ministère des Affaires étrangères, dengue pe à la capana ba sénateur nyoso pour un soit passeport nangai. A Komeli ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères a PCI Yano,
alobi na kende na ambassade na biso wana tia ba empreinte natika babikala nyonso tout et pour permettre nazwa passeport. À la suite de ça, na yebisi ngai na bato bazaki kolanda dossier awa na Kinshasa, le ministère des Affaires étrangères que passeport ezali prêt et puis batindeli ngai passeport. Je crois que nyonso eleki ndenge elekaka pa na bato nyonso. Je ne vois pas quelle faveur. C'est un droit. Dans les Congolais, et ceux qui n'ont pas passeport en tant que Congolais, le gouvernement, il faut appeler ça tout Congolais passeport. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors, oui, opposition, il faut Toyokana. Oui, na Félix Dernokutanaï Lelo. Na Bamususu, il faut Tokutana, to Solola, et puis Tozoa, solution, voilà, alternance, il y a lobby. Félix Azali Leg Nangai, Bamusu Bazali Badebo Nangai, Tokoki Kosolola, Tozali allié politique, puisque Tozali Nangambo, il y a opposition. Toko Solola et Tokotala, et l'Okonin Tokosala, pour avenir dans Mboka Nabiso. Tozana droite na échec, parce que la population a condamné Biso. Donc, Tokotia, sentiment, nous surtout Pembeni, Tokotala, les Bosso, intérêt à Mboka, et puis, Tokene dans les Bosso, pour la Toyokana, pour que tout soit solution pour Mboka Nabiso. Je crois que Toyokani, na euro il faut na koma na Sénat, vice-président Mokola Zozelangai, Bolé Misangai, il faut na Tikabino Awa. Ok? Merci Mingi. Merci d'évacuer le couloir. Nos acclamations pour le président du MLC. They say 7 minutes. Madam, how are you? Fine, thank you. I used to see you through your television, your channel. Yes. Yes, nice to meet you. Madam Soy. Yes. That's it, yes, I remember you. Yeah, so in 7 minutes. You're traveling 7 minutes? Yeah, we don't want to keep you too long in the sun. Okay, thank you. Thank you. Okay.